Mesdames et messieurs, les majors des masters de la promotion 2025. Mesdames et messieurs, chers collègues, responsables de master, directeurs de master, chers étudiants, mesdames et messieurs qui avez accepté de participer à notre table ronde annuelle autour des majors des masters, nous sommes à nouveau réunis ce soir au Centre Assas pour la soirée des masters d'Assas. Et comme tous les ans, je suis très heureux de vous voir très nombreux dans le grand amphi pour célébrer évidemment les majors de nos 90 masters de l'Université Paris-Panthéon-Assas, mais aussi, à travers eux, les masters eux-mêmes et tous ceux qui, à un titre ou à un autre, contribuent à les faire fonctionner, à en faire la notoriété et à faire en sorte qu'ils permettent chaque année à leurs diplômés de s'insérer aisément dans la vie professionnelle à des niveaux de rémunération qui sont parmi les meilleurs dans chacune de leurs catégories. Je le dis tous les ans, mais je crois qu'il faut le répéter, c'est un plaisir d'ailleurs de le répéter, les masters de l'Université Paris-Panthéon-Assas sont la force de notre établissement. Ils contribuent puissamment à la notoriété de notre université. Nos masters ont reçu cette année, en 2025, 62 253 candidatures pour plus de 79 000 candidatures pour près de 2000 places, soit une augmentation de 25% par rapport au nombre de candidatures que nous avions reçues en 2024, loin, très loin des autres universités françaises. Et évidemment, cette attractivité qui est unique
Nous sommes la seule université à recevoir près de 80 000 candidatures pour nos masters. Cette attractivité, ce succès, nous le devons évidemment d'abord et avant tout aux responsables de master, dont beaucoup sont présents ce soir, qui, avec engagement, rigueur, recrutent les étudiants à l'issue d'un processus rendu de plus en plus fastidieux par une plateforme dont je préfère d'ailleurs taire le nom, qui imagine la structuration des enseignements, des séminaires, sollicite les meilleurs professionnels, crée les conditions favorables à la constitution de promotions homogènes et dynamiques qui sont porteuses ensuite de réseaux pérennes. Ces responsables de master, je crois qu'il faut les remercier chaleureusement. C'est un engagement fort au service des étudiants et au service de notre université. Je crois que nous pouvons les applaudir. Ce succès, c'est aussi celui de l'ensemble des personnels administratifs de l'université qui, même lorsque c'est difficile, et c'est parfois difficile parce que les contraintes sont diverses, programment les enseignements, organisent les examens, sont les relais scrupuleux et rigoureux des relations entre l'université et la multitude de professionnels qui apportent leur contribution à nos masters. Et ces personnels administratifs qui exercent, je le répète, leur mission dans des conditions parfois difficiles et qui s'adaptent aussi aux demandes hétérogènes des responsables de master, eh bien ces personnels administratifs, il faut également les remercier et les applaudir. Beaucoup sont présents d'ailleurs ce soir. Ce succès, nous le devons aussi à l'ensemble des professionnels d'horizons divers, entreprises, avocats, cabinets de conseil. Beaucoup sont présents ce soir dans la salle et leur présence massive dans nos masters comme intervenants est absolument essentielle. Cette présence, elle concrétise la conscience qu'ont les responsables de master de l'importance cruciale de l'expertise de ces professionnels dans la formation de nos étudiants, que nos étudiants d'ailleurs se dirigent vers des carrières dites de praticiens ou vers des carrières universitaires. Et donc, merci également à tous les professionnels d'horizons divers qui interviennent dans nos masters. Et puis, ce succès, c'est évidemment celui des étudiants. Celui des étudiants et plus précisément des diplômés qui, promotion après promotion, bâtissent des réseaux solides, pourvoyeurs de liens professionnels fructueux. Ces liens étroits entre promotions, ils sont essentiels parce qu'ils renvoient à une idée qui est une idée force de notre université, l'idée de transmission. Transmission du savoir, transmission du savoir-faire, transmission du savoir-être entre les étudiants de master et les diplômés, jeunes ou moins jeunes. Transmission également entre les professeurs et les étudiants, transmission enfin entre les professionnels et les étudiants. Et cette transmission, elle prend de multiples formes. Les associations de master, qui sont évidemment de plus en plus nombreuses et qui, là encore, promeuvent les formations, les masters, entretiennent ces liens, tissent d'année en année le précieux réseau auquel je faisais allusion tout à l'heure. Mais évidemment, au-delà du réseau propre à chaque master, il faut dépasser ce cadre, aller plus loin, et l'université a sa responsabilité, a sa part de responsabilité à prendre dans ce processus-là. Et c'est la raison pour laquelle, sous la houlette de différents vice-présidents de l'université, de la mission orientation emploi, nous avons créé en 2022 le réseau Assas Alumni autour de l'ensemble de nos formations, de nos valeurs et de l'esprit qui est porté par l'université Paris-Panthéon-Assas. De très nombreux diplômés ont déjà rejoint Assas Alumni, la base des alumni d'Assas. Mais il faut encore aller plus loin et donc je vous encourage les uns et les autres à rejoindre Assas Alumni dès que vous le pourrez. Et il y a dans cette salle, il y en a aussi à la tribune évidemment, des alumni d'Assas, mais il y a dans cette salle aussi beaucoup d'alumni qui animent le réseau de ces diplômés de notre université.
Et de manière générale, le succès de nos masters, je l'ai dit, c'est lié en très grande partie au contexte général que notre université entend créer. Les masters se déploient dans un univers très favorable au croisement des expériences, aux rencontres croisées entre les étudiants et les professionnels, je l'ai dit. Et cet univers, nous le construisons, nous participons à sa construction à travers plusieurs dispositifs que vous connaissez. La Fondation Panthéon-Assas, qui a été lancée en juin 2022, qui accueille de nombreux partenaires, mais qui ne demande qu'à croître. Donc n'hésitez pas aussi, en tant qu'alumni, non pas à rejoindre la Fondation Panthéon-Assas, mais à être généreux avec la Fondation Panthéon-Assas, parce que cette fondation, elle soutient aussi de nombreuses initiatives de l'université. Et donc, il est important pour le financement de nos projets, pour le développement de l'université, que cette fondation soit puissamment financée. La Job Fair d'Assas, également, qui aura lieu du 27 au 29 janvier prochain, qui est un lieu de rencontre important entre les étudiants et les recruteurs potentiels, en alternance et en stage. Et plus il y a de monde à la Job Fair, et bien plus les masters et les étudiants ont la possibilité de trouver des alternances ou des stages. Alors, oui, l'université Paris-Panthéon-Assas, elle est fière de ses masters, elle est fière des étudiants qui en sont ou qui en seront diplômés. Nous allons également, dans le cadre du statut de grand établissement que nous avons obtenu au mois de septembre dernier, réfléchir et approfondir la réflexion autour de la consolidation et du déploiement de nos masters, grâce évidemment et avec les responsables des masters, avec les présidents des départements de l'université, qui sont pour certains présents également ce soir. Alors oui, l'université Paris-Panthéon-Assas, je le disais, elle est fière de ses masters. Nous avons beaucoup de chance, je le dis, je le répète, beaucoup de chance d'appartenir à une université qui est animée d'un tel dynamisme conjoint des professeurs, des étudiants, des personnels administratifs, dynamisme qui se met au service de jeunes professionnels que beaucoup nous envient, de jeunes professionnels qui sont pleins de talent et que beaucoup nous envient. Alors nous sommes probablement une des rares universités, sinon la seule bien sûr, à pouvoir se prévaloir d'un tel esprit agrégatif. L'esprit d'Assas, c'est un esprit qui est unique, mais le seul fait déjà pour une université d'avoir un esprit est assez unique. Et donc, je le répète, nous en sommes très fiers, nous avons beaucoup de chance et je crois que vous pouvez tous être collectivement très fiers de ce qui se fait à l'université autour des masters. Alors, bravo à nos masters, bravo à nos majors et vive Assas! Ce soir, à l'occasion de la soirée des Masters 2025, sont mis à l'honneur, dans le domaine du droit, dans la mention droit, sous la direction des professeurs Grégoire Duchange et Estelle Fragu, le major du Master droit français et suisse est Clément Véricel. Sous la direction des professeurs Guillaume Lett et Francesco Martucci, le major du Master droit français et italien est Mattia Kenya Tombolini. Sous la direction du maître de conférence Sophie Gidara Dequet, le major du Master droit français et européen est Yue Fu. Sous la direction du maître de conférence Carole Ardouin-Le Goff, le major du Master Protection de l'enfance est Stéphie Alexandrian. Dans la mention droit comparé, sous la direction du professeur Idriss Fassassi et du maître de conférence Charlotte Denisot, le major du Master droit public comparé est Shaima Elmarji. Dans la mention droit de l'immobilier, sous la direction du professeur Charles Gisbert, le major du Master droit immobilier et de la construction
est Grégoire Bouvet. Dans la mention droit de la propriété intellectuelle, sous la direction du professeur Jérôme Passa, le major du master droit de la propriété littéraire, artistique et industrielle est Fait Tardif de Petiteville. Sous la direction du professeur Jean-Christophe Gallou, le major du master propriété industrielle est Maguelone Vincent. Dans la mention droit de la santé, sous la direction du maître de conférence Benoît Apolis, le major du master droit sanitaire et social est Laetitia Santini. Dans la mention droit des affaires, sous la direction du professeur Daniel Cohen, les majors du master droit des affaires sont Rémi Leroy et Iman Vandenbon. Sous la direction du professeur Stéphane Torque, le major du master droit des affaires et droit fiscal spécialité droit des affaires et fiscalité est Anne-Marie Cellier. Sous la direction des professeurs Gauthier Blanluet et Martin Collet, le major du master droit des affaires et droit fiscal spécialité droit fiscal est Pierre-Antoine Barbier. Sous la direction des professeurs Gauthier Blanluet et Martin Collet, le major du master droit des affaires et droit fiscal, spécialité fiscalité internationale, est Bastien Métet. Sous la direction du professeur Bruno Defins, le major du master droit des affaires et économie, est Graciane Elou. Sous la direction du professeur Emmanuel Claudel, le major du master droit européen des affaires et de la concurrence est Marguerite Baudry. Sous la direction du professeur Antoine Godmet, le major du master juriste d'affaires est Julien Condanos. Dans la mention droit des assurances, sous la direction des professeurs Hervé Lécuyer et Laurent Leveneur, le major du master assurance est Noémie Ozerovitch. Dans la mention droit des collectivités territoriales, sous la direction du professeur Gilles Guglielmi, le major du master juriste conseil des collectivités territoriales est Sarah Leduc. Dans la mention droit du numérique, sous la direction du professeur Camille Broyel, le major du master droit des médias est Ivana Sacre. Sous la direction du professeur Jérôme Passa, le major du master droit du numérique est Eva Hoffmann. Dans la mention droit du marché et du patrimoine artistique, sous la direction du professeur Laurent Pfister, le major du master droit est Sophie de Pesquidou. Dans la mention droit du patrimoine, sous la direction du professeur Sophie Godmet, le major du master gestion du patrimoine privé et professionnel est Fabien Deroire. Dans la mention droit européen, sous la direction du professeur Francesco Martucci, le major du master droit européen du marché et de la régulation est Aurore Pichon.
Merci beaucoup. Alors traditionnellement, nous saisissons l'occasion de cette soirée des masters pour organiser une table ronde autour de quelques enjeux contemporains. Et donc nous avons cette année invité un panel de choix que vous allez découvrir dans quelques instants, pour une table ronde qui se déroulera en deux parties. Une première partie maintenant, et puis ensuite nous aurons quelques majors, et ensuite la deuxième partie de la table ronde. Et comme chaque année, je suis très heureux d'accueillir Julien Azoulay, qui est rédacteur en chef adjoint à LCI et TF1, et qui est surtout alumni de notre université, puisqu'il est diplômé de l'IFP. Et c'est lui qui, comme l'année dernière, va animer, avec tout le talent qu'on lui connaît, cette table ronde. Donc merci beaucoup, et Julien, et je vous laisse la parole pour animer la table ronde. Merci. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers masterantes, chers masterants, chers majors, Mesdames et Messieurs. C'est un vrai plaisir d'être parmi vous ce soir pour cette série de tables rondes consacrée à un syntagme qui, cette année, a bien occupé les unes de notre espace informationnel, l'état de droit. Quelques mots seulement, un compte inversement proportionnel, serais-je tenté de dire, à leur mobilisation dans notre espace informationnel, les unes de journaux dans les prétoires, sur les lèvres du personnel politique. L'état de droit, on l'a vu, lu, entendu partout, mais qu'est-ce qu'au fond que cette notion, pilier fragile de nos démocraties, l'état de droit menacé, l'état de droit chahuté sur fond de pacte social qui se corrode, l'état de droit peut-être à réinventer, eh bien c'est ce dont nous allons parler ce soir avec les éminents juristes, éminents observateurs du monde contemporain qui sont à mes côtés et je les remercie. Alix Bouillaguet, bonsoir. Vous êtes journaliste, éditorialiste politique. On vous voit évidemment sur les plateaux de France Info Télé. On vous écoute aussi depuis la Maison Ronde, la maison de la radio, sur les ondes rouges de France Inter le dimanche. Et vous êtes donc maître de conférence associé en journalisme ici. J'ai eu l'honneur d'être votre étudiant. Benjamin Morel, bonsoir. Vous êtes maître de conférence en droit public ici à Panthéon-Assas et nous avons plaisir à vous accueillir régulièrement sur LCI. On fait un peu d'autopromo, Canal 15, où vous déployez vos analyses sur la vie politique. En février de cette année, vous publiez le nouveau régime ou l'impossible parlementarisme, un ouvrage paru chez Passé Composé. Clémence Bourillon, bonsoir. Vous êtes magistrate à la Cour de cassation, faut-il le rappeler, plus haute juridiction de notre ordre judiciaire, chargée de mission auprès du Premier Président, Christophe Soulard. Vous vous occupez particulièrement des questions d'IA, car nous allons le voir, la Cour de cassation est à la pointe de l'intégration au cœur de la pratique juridique et bien de ces toutes aussi nouvelles qu'éminentes questions. Maître Patrice Spinozzi, merci de nous faire l'honneur d'être avec nous. Vous êtes avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État. Vous êtes, comme le veut le poncif, un avocat médiatique, ardent défenseur des libertés individuelles, farouche combattant des populismes. Vous avez notamment plaidé dans l'affaire dite des écoutes ou encore Société Générale. Merci d'être avec nous. Je signale évidemment votre ouvrage que j'ai là. C'est un must-read, pardonnez-moi l'anglicisme, Menace sur l'état de droit. C'est paru aux éditions Alary et vous y déployez un trésor de pédagogie avec toute la maestria qui est la vôtre de rendre finalement accessibles des enjeux qui finalement pourraient être très rapidement jargonnants et techniques et qui ne le sont pas, qui sont accessibles à tout un chacun. Courez chez votre libraire. Je voudrais commencer avec vous justement, maître Spinozzi, avec un paradoxe. Cette notion d'état de droit, on la surmobilise, mais on ne la trouve nulle part dans notre Constitution. L'état de droit, pourtant, il est clé dans la compréhension de notre démocratie, dans son exercice au quotidien et surtout dans la confiance qu'on lui voue en tant que citoyen. Vous écrivez dans cet ouvrage que l'état de droit, c'est ce qui nous sépare de la loi du plus fort. Vous défendez que oui, l'état de droit, c'est une condition de l'épanouissement démocratique. Si la technique est avec nous. Ah ah. Voilà, pardon.
Pardon, excusez-moi pour ce problème de démarrage. D'abord, remercier évidemment l'ensemble du personnel de l'université, en particulier son président, pour être présent. Ça me touche beaucoup. Il n'y a pas si longtemps en réalité que j'étais assis sur ces bancs de l'université. Ça me touche d'autant plus que ma mère était professeure ici. C'est elle qui a créé à l'époque le DEA, droit privé général, et de droit comparé. Et je suis d'autant plus heureux de pouvoir être présent lors de cette rencontre. Alors l'état de droit, c'est un énorme sujet. C'est le sujet en réalité. Et la difficulté, c'est que cette notion d'état de droit, qui est absolument déterminante, elle est très compliquée à définir. Et c'est là le premier problème quand on cherche à défendre l'état de droit, c'est de convaincre les gens de son utilité. Et pour ça, nécessairement, il faut essayer de convaincre de ce qu'est la réalité de cet état de droit. Alors l'état de droit, c'est un peu comme l'oxygène en réalité, c'est-à-dire qu'en fait, on le respire, on vit avec, on vit dedans, et puis tant qu'on n'en a pas été privé, tant qu'il ne s'est pas raréfié, somme toute, ça ne nous dérange pas. Et c'est quand on commence à subir son manque que là, on commence à être oppressé. Et l'état de droit, c'est exactement ça. Si on peut prendre une comparaison avec une analogie immobilière qui parle en général aux gens, en fait, un État, c'est une maison dans laquelle des gouvernements sont susceptibles d'habiter. Mais les gouvernements, en fait, ils sont locataires de la maison. Donc, quand ils arrivent, ils ont la possibilité de changer les meubles, la décoration, de réenvisager l'usage des pièces. Et ça, c'est ce qu'on appelle la modification de l'état du droit. C'est la liberté pour n'importe quel gouvernement de pouvoir transformer la législation dans un pays. En revanche, ce que vous n'avez pas le droit de faire lorsque vous êtes locataire, eh bien, c'est d'atteindre la substance même du bien. C'est de décider de brûler la maison, c'est de décider d'attaquer les murs porteurs de la maison. Et donc, ça, c'est lorsque le gouvernement porte atteinte à l'état de droit et qu'il est susceptible de remettre en cause ses fondamentaux. Et pour définir l'état de droit, dans le livre qui est le mien et qui se lit, c'est un livre que j'ai écrit en tant que juriste, mais qui se lit vraiment mais comme un roman, c'est-à-dire que, soyons clairs, c'est vraiment un page-turner. Donc je ne peux que vous inviter à commencer à lire, juste avec cette précision qu'il faut prévoir 4-5 heures devant vous, parce qu'on a beaucoup de mal à s'en détacher après. Mais au-delà de cela, il faut bien comprendre que pour définir l'état du droit, le plus simple, c'est de définir l'état sans droit, c'est son contraire. Et l'état sans droit, en réalité, c'est ce qui commence à exister dans un certain nombre de pays, dont on parlera très certainement, qui se dénomment des démocraties illibérales, privatives. Eh bien, c'est un état où la garantie des libertés n'est plus assurée. Et où, précisément, pour vous donner des exemples très concrets, pour ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire parler aujourd'hui de l'état de droit, je serais susceptible de me voir menacé par mes instances professionnelles, menacé par le gouvernement. Et parce que l'université Panthéon-Assas aurait accueilli un débat sur l'état de droit, et donc critique évidemment à l'égard d'un gouvernement qui ne serait pas favorable à l'état de droit. L'université elle-même serait susceptible d'être critiquée, ses subventions potentiellement réduites. Et donc cette liberté, c'est ça l'état de droit, c'est cette liberté que nous disposons tous de pouvoir parler librement, de pouvoir agir librement, d'avoir le droit à un juge lorsque nos libertés sont menacées. Et c'est pour cela qu'il faut que nous nous battions pour conserver cet état de droit. Et c'est ça la réalité aujourd'hui concrète de la vie dans l'état de droit. Se battre, lutter contre les menaces qui sont portées à l'état de droit. Benjamin Morel, ces menaces, cette appropriation de l'état de droit et finalement cette tentation chez certains de jouer le peuple contre les juges, est-ce qu'elle est nouvelle ? En 1948, alors on cite beaucoup une citation du général de Gaulle qui disait « En France, la meilleure cour suprême, c'est le peuple ». Une citation qui a été largement tronquée et qui est largement utilisée et sur laquelle se sont appuyés de nombreux politiques depuis, dont par exemple Éric Zemmour. Les menaces sur l'état de droit, est-ce que finalement c'est un vieux débat ou une passion contemporaine ? Alors d'abord, bonjour à tous, merci pour cet accueil, merci également pour cette invitation, merci à Stéphane Braconnier d'avoir pensé à moi pour vous parler ce soir. C'est un vieux débat
Et c'est un débat d'ailleurs qui est inhérent même à l'existence d'un pouvoir qui est amené à juger. On a ce débat sous la Révolution. Sous la Révolution, eh bien, on a peur du juge. On n'aime pas le juge. On cherche à éviter qu'il puisse même avoir une marge d'interprétation. D'ailleurs, on interdit ce qu'on appelle les arrêts de règlement. Sous la Révolution, ils resteront interdits jusqu'au milieu du 19e siècle. On essaye de trouver tout un tas de mécanismes pour éviter justement un pouvoir d'interprétation du juge qu'on juge en soi problématique. La notion de gouvernement des juges, que vous avez tous entendu dans vos études, elle vient d'Édouard Lambert et elle ne qualifie pas ce qui se passe en France, elle qualifie ce qui se passe aux États-Unis. La grande bataille entre Roosevelt et la Cour suprême. Donc c'est un vieux débat. Mais c'est un vieux débat qui se réactive évidemment par phase. On a des moments où eh bien, l'état de droit devient tout d'un coup un sujet et un objet de contestation parce qu'il y a une tension avec la démocratie. Et cette tension, il faut en partie l'entendre. L'état de droit, c'est au final la manière dont l'État va être limité et lui-même se limiter par le droit. Ce qui est une nécessité, mais ce qui par définition est également une contrainte. Je reviens tout à fait sur ce que disait Patrice Spinozzi tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de démocratie sans état de droit. Je crois qu'il faut tout à fait le dire, c'est-à-dire que la notion de démocratie libérale, c'est une forme de contradiction dans les termes. Je vais choquer peut-être certains collègues ici, mais c'est quoi le code pénal? C'est quoi le code civil? C'est du papier. Qu'est-ce qui fait que c'est plus que du papier? Ce qui fait que c'est plus que du papier, c'est que nous y croyons. Nous croyons que c'est une norme. Nous croyons que nous devons nous conformer au code pénal, au code civil. Si demain nous cessons d'y croire, eh bien à ce moment-là, il n'y a plus de droit pénal, il n'y a plus de droit civil. Le droit, c'est une convention sociale. Ça n'a pas une force liée à la lettre, ça a une force liée à une croyance collective dans le droit. Si vous enlevez quelques principes fondamentaux de l'état de droit, par exemple, eh bien, la légalité des délits et des peines. Là, ce soir, on est tous ici et on pense qu'on le fait en bon droit, en toute innocence. Si demain, une loi vient criminaliser le fait que nous étions présents aujourd'hui et que, sur le fondement de cette loi, nous puissions être condamnés, emprisonnés, on cesse de croire dans le droit. On cesse de croire, en réalité, dans ce qui est réputé nous unir et assurer la régulation sociale, c'est-à-dire le droit et derrière la démocratie. Si vous n'avez pas de liberté d'opinion, si vous n'avez pas de liberté d'aller et venir, vous pouvez voter, mais en vous appuyant sur quel débat public, sur quelle liberté qui demain vous permettrait de voter en toute conscience et de faire des choix en toute conscience. Pas de droit, pas de démocratie. De l'autre côté, il faut bien reconnaître que dès le moment où on pose des limites à l'action politique, eh bien se crée un effet de tension. Pour certains de nos concitoyens, aujourd'hui le problème, c'est qu'en fait, le politique n'est plus en capacité d'agir sur le réel. Des sujets légers, l'immigration, l'économie, l'environnement. Au fond, est-ce que le droit ne devient pas une contrainte en la matière qui nous empêcherait d'agir fondamentalement sur le réel? Et là, on a un sujet qui est un sujet en fait de capacité du politique. Et face à cette incapacité du politique, j'ai trois actions rationnelles en fait. La première action rationnelle, c'est de considérer que si le politique ne peut plus agir sur le réel, je m'abstiens. Je m'abstiens parce que la politique ne sert à rien. Et donc, au fond, le droit, c'est quelque chose qui est organisé, qui est fait par des gens qui ne sont pas comme moi. La deuxième option, c'est de me replier sur ma petite communauté et de considérer que l'État, le droit, c'est simplement un outil, un instrument qui va permettre d'arbitrer entre les communautés. Ça vous donne le communautarisme. La troisième vision, c'est de considérer, et on l'a connu précédemment dans notre histoire, qu'au fond, le problème, c'est qu'il y a un système. Et que ce système a été fait à dessein de nous empêcher d'agir. Il ne faut pas être statolâtre. L'État, ce n'est pas une fin en soi. L'État, c'est l'instrument que le peuple se donne pour agir sur son propre destin. Et si je pense que le politique ne peut plus agir et qu'il y a un système qui l'engonce, je vais trouver quelqu'un, appelons-le, je ne sais pas, Donald, et donnons-lui une caractéristique, disons qu'il est, je ne sais pas, orange.
Et ce quelqu'un va vous dire, vous savez, moi, si je prends les juges et que je les jette avec l'eau du bain de l'état de droit, demain, vous serez en capacité à nouveau de prendre en main votre destin. Et ça, c'est la tendance populiste, voire autoritariste. Ce que l'on vit là, on l'a vécu précédemment dans les années 20, dans les années 30. Vous lisez certains auteurs de cette époque, vous avez vraiment cette idée-là. Et donc, c'est en effet une maladie qui n'est pas une maladie conjoncturelle. C'est, je dirais, quelque chose qui est inhérent à nos démocraties gérées par l'état de droit. Et on y reviendra peut-être, mais je crois que le meilleur remède à ça, c'est ce qu'on fait ce soir, c'est-à-dire de la pédagogie. C'est-à-dire dire ce qu'est l'état de droit, dire que l'on en a besoin et que sans démocratie, pas d'état de droit, sans état de droit, pas de démocratie. L'érosion de la croyance en ce qui fait commun, on y reviendra évidemment tout au long de cette série de tables rondes. Alix, les références à l'état de droit, elles ont explosé en cette année 2025. Quelques phrases qui constituent d'ailleurs le frontispice de votre ouvrage, Maître Spinozzi. Bruno Retailleau, alors ministre, en septembre 2024, l'état de droit n'est ni intangible ni sacré. Les juges n'ont pas le droit de contrôler le pouvoir légitime de l'exécutif. C'était J.D. Vance, alors vice-président américain début 2025. Ce n'est plus la République des juges, mais la tyrannie des juges, dit Jordan Bardella cette année. Et ces dernières années, on peut constater que la célérité, autant que la sévérité de la justice, lorsqu'il s'agit de responsables de droite, c'était Nicolas Sarkozy dans le journal d'un prisonnier, page 50 et quelques, je le lisais tout à l'heure. Ce discours-là, Alix, est-ce qu'il est porteur auprès de l'électorat et est-ce que finalement il n'y a pas un double tranchant comme ça pour les politiques vis-à-vis de l'opinion publique à pousser les feux de l'anti-institutionnalisme? C'est vrai qu'il y a cette petite musique qui est qu'on entend de plus en plus, qui est une forme de remise en cause de l'état de droit parmi les politiques, parce que je rejoins un peu ce que disait Benjamin Morel. Certains estiment que la jurisprudence actuelle, finalement, elle l'empêche de prendre des décisions fortes, notamment en matière de fermeté, de sécurité, d'immigration. Mais oui, c'est un discours qui porte auprès des électeurs. Pourquoi ? Parce que la source principale de défiance en ce moment, c'est surtout l'impuissance publique. Et c'est là où je vais peut-être être un peu provocatrice au milieu de tous ces juristes que je ne suis pas, c'est de dire que on voit les gouvernements qui se succèdent, on voit que sur de nombreux sujets, finalement ils peuvent pas faire. Ils disent c'est pas de notre faute, c'est l'Europe, on peut pas faire parce que c'est, je sais pas, les collectivités locales, on peut pas faire parce qu'il y a l'opinion publique. Bon, et il y a aussi on peut pas faire parce qu'il y a les cours, parce qu'il y a le droit. Et c'est vrai que je me suis posé la question sur pas mal de faits politiques récents, de voir comment parfois le droit entrave aussi un petit peu la position politique. Prenons par exemple le Conseil d'État qui fixe la durée de séjour minimum pour qu'une personne puisse recevoir son allocation sociale, c'est-à-dire le RSA ou son aide au logement. On peut se poser la question pourquoi, au nom de quoi, pourquoi est-ce que le Conseil d'État a finalement donné son avis sur cet élément-là. Deuxième exemple, en 2012, François Hollande fait campagne sur la fameuse taxe à 75%. Les Français votent pour François Hollande, donc on part du principe que les Français votent aussi pour son programme et pour cette taxe. Or, cette taxe est déclarée anticonstitutionnelle parce que considérée comme confiscatoire. Mais pourquoi est-ce que sur ce sujet-là, comme sur d'autres, pourquoi est-ce que c'est pas aux Français finalement d'en décider? Troisième exemple plus récent, c'est celui de Gabriel Attal à l'époque où il est encore Premier ministre. Il décide de faire la réforme de l'allocation chômage. Le Conseil d'État dit pourquoi pas, mais en même temps non, parce que c'est pas franchement le moment, la conjoncture, tout ça. Bon à l'arrivée ça ne se fait pas. Et là encore, pourquoi? Et c'est vrai que quand on regarde, puisque j'ai regardé du coup pour préparer ce rendez-vous avec vous, par exemple, le Conseil constitutionnel est devenu peu à peu une forme de
co-législateur. Il est beaucoup plus puissant qu'il y a 30 ans. En 95, il intervenait une fois par loi, uniquement avant la promulgation et seulement s'il y avait une saisine de 60 députés ou sénateurs. Donc le contrôle était certes important, mais finalement il était limité à quelques lois. Que se passe-t-il aujourd'hui? Donc il y a les QPC, questions prioritaires de priorité de constitutionnalité depuis 2010. Donc ça veut dire que tout citoyen peut contester. Il y a aussi le Conseil constitutionnel qui peut abroger les lois votées parfois des décennies avant. Donc on n'est plus dans le moment, mais on est aussi dans le rétroviseur. Il y a beaucoup plus de censure. Donc ça veut dire que le Conseil constitutionnel intervient plus souvent, plus profondément et en aval des décisions parlementaires, ce qui peut, on peut le comprendre quand même, freiner la décision politique. Et le dernier point, c'est aussi le Conseil d'État, c'est la même chose. Il devient en quelque sorte co-auteur des textes. Récemment d'ailleurs, Sébastien Lecornu l'a saisi pour des histoires de budget. Je pense parce que là, pour le coup, ça l'arrangeait de se dire que certains points seraient sans doute retoqués, mais c'est vrai que l'avis du Conseil d'État est demandé sur des projets de loi de plus en plus souvent et systématiquement suivi d'ailleurs. Et Alix, vous nous amenez d'ailleurs tout droit sur la question qu'on abordera lors de la deuxième table ronde sur la légitimité, finalement, sur cette dialectique entre légitimité populaire et règles de droit. On explorera ça avec Clémence Bourillon d'ailleurs lors de cette deuxième table ronde. Tout de suite, la deuxième salle, la deuxième série d'appels de nos majors qui sont les stars de ce soir et qu'on salue, qu'on félicite. Dans le domaine du droit, dans la mention droit international, sous la direction du professeur Niki Aloupi, le major du master administration internationale est Anne Léonard. Sous la direction du professeur Yves Nouvel, le major du master droit international économique est Camille Dubreuil. Sous la direction du professeur Louis Davout, le major du master droit international privé et du commerce international est Thomas de Reims. Sous la direction du professeur Thibaut Fleury-Graff, le major du master droit international public est Lou Lévy-Stern. Dans la mention droit notarial, sous la direction du professeur Claude Brenner, le major du master droit notarial est Marie Maziac. Dans la mention droit pénal et sciences criminelles, sous la direction du professeur Patrick Morvan et Charlotte Dubois, le major du master criminologie est Louise Gaillibert-Dauc. Sous la direction des professeurs Agathe Lepage et Édouard Verny, le major du master droit pénal et procédure pénale est Julie Foutry. Dans la mention droit privé, sous la direction du professeur Louis Davout, le major du master contentieux international privé est Goya Courtinité. Sous la direction du professeur Laurent Leveneur, le major du master droit privé général est Manon Mercier. Sous la direction des professeurs Franck Roumy et Bernard Dalteroche, le major du master Histoire du droit est Tiffaine Devaux. Sous la direction des professeurs Jean-Jacques Anceau et Jean-Sébastien Borghetti, le major du master ingénierie contractuelle, droit civil économique est Grace Josset. Sous la direction du professeur Bernard Seyé, le major du master droit public approfondi est Fanny Pinchiotino. Sous la direction des professeurs Stéphane Braconnier et François Blanc,
le major du master droit public de l'économie est Sabrina Benamour. Sous la direction des professeurs Franck Roumy et Bernard Dalteroche, le major du master Histoire du droit est Théodore Yova. Sous la direction du professeur Olivier Jouanjean, le major du master Philosophie du droit et droit politique est Étienne Augustin. Sous la direction du maître de conférence Benoît Montet, le major du master Vie publique et relations institutionnelles est Anaël Salamon. Dans la mention droit social, sous la direction du professeur Jean-François Césaro et du maître de conférence Simon Riancho, le major du master droit et pratique des relations de travail est Victor Luton-Jato. Sous la direction du professeur Arnaud Martinon, le major du master droit social et relations du travail est Manuela Auster. Du professeur Julien Icard et du maître de conférence Émeric Janssen, le major du master protection sociale et rémunération est Charlotte Braillard. Dans la mention droits de l'homme et justice internationale, sous la direction du professeur Sébastien Touzé, le major du master droits de l'homme et droit humanitaire est Alexandre Miliani. Justice, procès et procédure, sous la direction du professeur Cécile Pérez, le major du master spécialité communication juridique, sociologie du droit et de la justice est Marie-Amélie Beauvais. Sous la direction du professeur Cécile Chenet, le major du master spécialité justice et droit du procès est Eugénie Lab. Deuxième partie donc de cette table ronde ce soir. Je vais me faire l'avocat du diable, Clémence Bourillon, si vous me permettez, puisque finalement, dans ceux qui remettent en cause l'état de droit, finalement, on a des responsables qui sont élus ou portés au nu dans les sondages. Et finalement, certains revendiquent de pouvoir dire, bah oui, au nom du fait majoritaire, du principe démocratique, l'état de droit peut être révisé. Qu'est-ce que vous en dites ? Alors, merci beaucoup déjà pour cette invitation. Je suis ravie d'être parmi vous. Alors, vous avez raison. Il y a un tournant qui est remarquable dans la critique qui est formulée à l'égard de l'état de droit. Déjà, pour reprendre un peu ce qui a été dit, j'ai compris qu'on devait être un peu plus bref que ce que nous n'avons été préalablement. Mais par rapport à la définition à contrario que Maître Spinozzi a posée, dans une définition positive, on pourrait dire que l'état de droit, c'est en fait un système d'organisation et de gouvernance démocratique qui repose sur le droit. Et donc qui suppose un système judiciaire stable, indépendant et une égalité de tous devant la loi, devant la justice et qui intègre de plus en plus les libertés fondamentales et les droits humains. C'est ce que Benjamin Morel nous a expliqué. Et donc là, on assiste à un tournant parce que finalement, la critique... Alors, peut-être préalablement préciser que critiquer une décision de justice, on en a tous le droit, par principe. C'est à ça que servent les voies de recours. Et puis, c'est tout à fait sain dans une démocratie de pouvoir critiquer une décision de justice. Ce qui a changé, c'est que désormais, ça n'est plus la décision qu'on critique. On va critiquer l'architecture même du système. On va critiquer l'architecture du système et les personnalités qui œuvrent à ce système. Les juges, les avocats, et tous ceux qui tiennent cette maison justice, si l'on veut. Donc c'est ce système qui est de plus en plus critiqué. On en vient maintenant à critiquer même la hiérarchie des normes. C'est-à-dire qu'au nom
en voulant soutenir le pouvoir législatif, soi-disant plus démocratique que d'autres parce que émanant du peuple, on va remettre en cause une hiérarchie des normes qui est parfaitement établie, en oubliant que cette hiérarchie des normes, c'est-à-dire le fait que les juges appliquent les conventions internationales, vont analyser la loi à la lumière du droit européen ou du droit européen des droits de l'homme, c'est en oubliant que c'est le législateur et le constituant qui ont ratifié ces mêmes textes. Ce sont eux qui ont souhaité l'applicabilité directe et l'invocabilité directe de ces textes. Donc ça, c'est un premier tournant. Effectivement, ce paradigme a changé et maintenant la critique porte sur l'architecture même du système. Par ailleurs, elle émane de différentes sources, cette critique. Originellement, on la trouvait assez diffuse, principalement par les justiciables, et de plus en plus, vous avez raison, elle se matérialise auprès de politiques, d'intellectuels, d'anciens grands juristes, voire même d'anciens magistrats. Ça, c'est une nouveauté. Et à l'heure des réseaux sociaux, évidemment, on assiste à une immédiateté de la critique et parfois des remises en cause, même intuitu personae de certains magistrats. Bien sûr, et d'ailleurs les contempteurs de l'état de droit utilisent même l'état de droit à rebours. Patrice Spinozzi, on lisait il y a quelques jours José Antonio Cast, qui est le nouveau président élu du Chili, qui revendiquait lui-même utiliser l'état de droit contre les délinquants. Donc ça devient finalement aussi une vertu, un appui programmatique chez les illibéraux, monsieur Spinozzi. Maître. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a ça c'est le principe même chez les libéraux ou chez les populistes, il y a une volonté de se réclamer des outils de la démocratie. Et donc, ce que disait Benjamin Morel quand il parlait de la notion de démocratie, les populistes revendiquent être des grands démocrates puisqu'ils mettent le peuple au cœur de toutes les légitimités. Et donc, il y a un conflit de sémantique. Ce que nous appelons démocratie, nous autour de cette table, eh bien, c'est évidemment le régime du peuple par le peuple, à condition que l'on respecte un certain nombre de libertés fondamentales. Ce que les populistes appellent démocratie, c'est uniquement le régime du peuple par le peuple, et cette élection, elle écrase tout. Elle écrase toute autre légitimité. Elle écrase les juges. Comment les juges sont susceptibles de s'opposer au pouvoir du peuple alors qu'ils ne sont pas élus. Elle écrase toute forme d'opposition politique. Vous êtes minoritaire. À partir de ce moment-là, vous avez perdu les élections. Donc, vous n'avez pas à vous opposer à moi. Dans une démocratie bien ordonnée, telle qu'on l'envisage, on est d'accord pour pas être d'accord. Dans une démocratie populiste, toute personne qui n'est pas d'accord avec le gouvernement en place n'a pas les mêmes droits que le gouvernement en place. C'est la fin de l'universalité des droits, c'est la fin de la liberté d'expression. Donc, il faut bien comprendre que cette notion de renversement des valeurs, elle fonctionne pour les termes démocratie, elle fonctionne aussi pour l'état de droit. Et la première chose que Marine Le Pen va dire quand elle sort d'une condamnation, c'est cette condamnation qui a été portée est contraire à l'état de droit, parce que moi, en tant que politique, je ne peux pas être condamné par un juge, alors que c'est l'inverse même de ce qu'est la réalité de l'état de droit. Donc il y a une grande bataille de communication, et on a parlé à l'instant des réseaux, on pourrait parler évidemment du rôle de l'information, et évidemment du rôle des journalistes, car derrière la question de la démocratie, il y a évidemment la question de la définition des termes de la démocratie et de la capacité de ceux qui veulent faire prévaloir leur thèse à investir le débat public et à transformer ces notions qui, sémantiquement, appartiennent à l'univers de tous. Et je rappelle d'ailleurs que vous êtes avocat de Reporters sans frontières. Justement, Alix, les récits qui font commun les médias, l'érosion de la confiance dans les médias, on la voit d'année en année dans le baromètre que notamment fait Reuters. Et finalement, au gré des réseaux sociaux, évidemment, et de l'algorithmisation de la vie numérique, on observe cette profusion de fake news qui est facilitée par l'essor des outils d'intelligence artificielle notamment. On parle de deepfakes et tout ça, cela amoindrit, cela affaiblit la position des médias qui sont dits mainstream et comme France Télévisions, TF1, on en est victime. Ça, journalistes qui faisons notre profession selon les chartes d'éthique, bien sûr. Oui, mais c'est vrai que les médias sont effectivement, il y a une crise de confiance, mais je pense qu'ils sont décriés surtout en tant qu'institution. Voilà.
en ce moment, c'est les institutions d'une manière générale qui sont en crise de confiance et les médias n'y échappent pas. Ça veut dire que pour répondre à la question du moment, c'est-à-dire la labellisation éventuelle de l'information qui est souhaitée par Emmanuel Macron dans un certain cadre, je pense que labelliser l'info, ça ne changera rien. Et au contraire, les médias labellisés deviendront une forme de vérité officielle, la Pravda, ce qui est pas souhaitable. Ce qu'il faut, c'est que les médias mainstream, comme on dit, soient irréprochables. Et moi, il me semble que, alors je dis pas qu'ils le sont, mais je dis que quand ils font des erreurs, ils le reconnaissent. J'ai 3 exemples. On se souvient de la une du Parisien en 2019 sur l'arrestation de Xavier Dupont de Ligonnès. Bon, grosse erreur, effectivement, le Parisien est revenu là-dessus. La dépêche AFP aussi, qui donne la mort de Martin Bouygues, l'AFP qui est une institution solide, avec une info totalement certifiée, est revenu dessus. Donc, ce qui nous pose problème, ce qui pose problème sans doute en ce moment, c'est les réseaux sociaux qui deviennent effectivement, eux, des caisses de résonance à fake news. Brigitte Macron qui serait un homme, ça circule dans cet univers-là. Et ça, c'est vrai que comme cet univers-là n'est absolument pas hiérarchisé, enfin, c'est la jungle, donc chacun va y trouver ce qu'il a envie d'y voir. Après, on a tendance à dire, oui, mais alors les gens ne s'informent plus, les gens ne regardent plus la télé. Quand même, la France, c'est 4 chaînes d'infos. Et la France, c'est 8 millions de téléspectateurs tous les soirs devant le JT de 20h de TF1 ou celui de France 2. Donc ça veut dire que l'information continue à être suivie et puis à être... ce lien de défiance, voilà, c'est pas si mal que ça. C'est vrai que 8 millions, 4 millions dans les 2 chaînes, enfin bon, peu de choses près. Il y a que les grands événements sportifs qui font ça aujourd'hui, des émissions en direct. Donc voilà, il me semble aussi le dernier point, c'est qu'on est peut-être un peu plus vertueux qu'avant. Enfin, peut-être que je me berce d'illusions. Et puis que j'ai aussi le sentiment, là aussi j'ai peut-être beaucoup d'illusions, mais que le politique a moins la main d'une manière générale sur l'information. On a connu des époques où effectivement il y avait un lien direct et un téléphone direct entre le ministère de la Communication et l'ORTF. Vous parliez, Alix, de la nécessité pour les médias de faire amende honorable quand il y a par exemple une erreur à l'antenne. On peut parler aussi de la vérification des informations, des fake news qui circulent sur le web. France Télévisions avec vrai ou fake de Julien Pain, aussi TF1, les vérificateurs en sont des médias qui se font chantre de cette vérification de l'info. Mais il y a le principe, comme on dit, d'asymétrie des baratins, Benjamin Morel. C'est-à-dire que les fake news qu'on voit en ligne, finalement, pour certains qui sont enfermés dans leur bulle de filtre numérique, ça va venir les confirmer dans leur croyances, comme si finalement les dénégations des médias que certains penseraient officielles ou la vérité officielle, tiens, c'est bien la preuve que justement on nous ment parce que regardez, finalement ils se défendent. Derrière ça, il y a finalement une crise de la confiance dans les corps constitués. Le Cevipof en 2024 qui disait 69% des répondants qui déclarent que la démocratie ne fonctionne pas très bien ou pas du tout. 69%, c'est 7 Français sur 10. Première question, est-ce que notre démocratie est malade? Et 2, comment est-ce qu'on fait pour la soigner, Benjamin Morel? Alors, si vous me demandez de résoudre la crise démocratique Morel en 5 minutes, je vais avoir sans doute un petit peu de mal. Et je vais avoir un propos qui est peut-être assez pessimiste en la matière. C'est-à-dire que aujourd'hui, on pourrait dire, ok, très bien, la Ve République n'est pas parfaite, etc. Passons à la 6e ou même à la 7e, etc. Tout ce que vous voulez. Mais la Ve République, nos institutions n'expliquent pas aujourd'hui pourquoi, des États-Unis à la Pologne, du Portugal à la Finlande, il n'y a personne qui va bien. Je faisais assez récemment un débat à la radio-télévision suisse au mois de février dernier. Donc projetez-vous, en février dernier, on avait François Bayrou à Matignon et toujours pas de budget. Et le débat chez nos amis de la RTS, c'était « la France va mal ».
La Suisse, c'est pire. J'étais pas d'accord avec eux. Mais les petits Suisses se changeaient les Suisses se changeaient en petits Suisses parce qu'en réalité, ils craignaient pour leur propre démocratie. Alors qu'a priori, on a l'impression que la Suisse va plutôt bien. Et donc, ce faisant, on a un problème qui est un problème global. Et les problèmes, je crois qu'on les a en partie abordés. Ils ne sont pas d'abord institutionnels, même si ça peut exister. Il peut y avoir des sujets institutionnels. J'ai pas de tabou en la matière. On peut discuter institutions. C'est un peu, et là je plaide contre mon camp en tant que constitutionnaliste. Nous, on adore les constitutionnalistes, les révisions constitutionnelles. Ça fait des trucs à se mettre sous la dent. Mais fondamentalement, encore une fois, la Ve République, ça n'explique pas aujourd'hui Donald Trump ou les crises politiques ailleurs. Je crois qu'on vit deux crises profondes. La première crise, je l'évoquais un peu tout à l'heure, c'est la crise de l'action politique. Est-ce que le politique peut agir? Et quels moyens on donne aux politiques d'agir? Prenons un sujet léger, prenons l'immigration. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la dernière loi immigration? Vous avez un gouvernement qui, plan-plan, arrive devant la représentation nationale et qui dit on a des dispositions inconstitutionnelles et c'est pas grave, on n'est pas là pour faire du droit. Enfin, quand vous faites la loi, vous faites du droit, bon sang. Et en même temps, il faut se mettre à la place de la représentation nationale. Vous avez une demande de l'opinion qui est, à tort ou à raison, de plus réguler l'immigration. On n'y parvient pas parce que je parle sous le regard de certains ici et de confrères qui sont bien plus savants que moi sur ce sujet, mais pas parce qu'on a un droit inadapté, mais parce qu'on n'arrive pas à faire appliquer la loi. On peut prononcer toujours plus d'OQTF, si vous ne les faites pas exécuter, in fine, ça ne sert à rien. Et donc, face à cette impuissance, qu'est-ce que vous faites? Face à cette impuissance, soit vous arrivez, ce qui est la pire des choses à faire pour le politique, devant l'opinion en disant « je ne peux pas ». Et un politique ne peut pas arriver dans l'opinion en disant « je ne peux pas ». Sinon, il donne la balle à un adversaire politique qui va dire « vous allez voir, moi je me mets à sa place et moi je pourrai ». Et donc, il faut bien trouver un bouc émissaire. Le bouc émissaire, ça va être le juge. L'un des boucs émissaires, il y en a d'autres. L'autre élément, l'autre crise, et ça a bien été évoqué tout à l'heure, mais c'est la crise de l'espace public. La Révolution française, ce n'est pas d'abord des institutions. Les institutions sous la Révolution, elles ne marcheront jamais en réalité. Elles ne marcheront jamais avant la Constitution de l'an 8, la Constitution du Consulat, qui n'était pas particulièrement une démocratie. La Révolution française, c'est 5000 journaux. C'est des clubs qui s'ouvrent. C'est la structuration d'un espace public. Or, aujourd'hui, notre espace public, en effet, pour des raisons qui ont été évoquées, on a un espace public qui est segmenté. Choisis ton algorithme, ton fil de réseaux sociaux, et tu choisiras l'information qui est la tienne. Que ce soit le platisme, le zémorisme, le macronisme, le mélenchonisme ou tous les ismes que vous voulez, et ça ne marche pas qu'avec des ismes qui font peur d'une certaine façon. On vit chacun dans notre bulle. Et aujourd'hui, vous pouvez qui plus est choisir, ensuite vos podcasts, etc. et biberonner à une information qui est une information, au fond, extrêmement polarisée, qui n'est plus celle du voisin. Tout à l'heure, Alix parlait du JT, mais, et là je vais être très pessimiste, la moyenne d'âge des lecteurs de la PQR, des grands journaux et des téléspectateurs du JT est très élevée. Ce qui fait que, pour toute une partie, notamment des jeunes générations, il n'y a plus d'espace de débat commun. Le JT, il a un avantage, quand on arrive le matin, on est exposé à la même information, on en débat, on n'est pas d'accord, mais on a la même information. Si chacun s'informe dans son silo, on ne vit plus dans le même monde. Et là, en effet, si on ne vit plus dans le même monde, on ne fait plus communauté des citoyens, on ne fait plus communauté politique, et ça devient dangereux. Faire communauté, c'est ce que vous vous employez à faire, Clémence Bourillon, avec l'utilisation de l'IA. On a parlé, Benjamin Morel, Maître Spinozzi, Madame Bouillaguet, des dangers que peuvent potentiellement porter ces nouvelles technologies. Vous, à la Cour de cassation, vous prenez le train de la révolution intelligence artificielle. Et c'est vrai que une loi, vous y a quand même particulièrement contraint, mais vous travaillez notamment à l'accessibilité des décisions de justice, qui est pour vous un chantier très important. C'est l'objectif
constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, une contingence très importante pour justement faire commun. Nul n'est censé ignorer la loi, comme on dit. Comment est-ce que, pour les majors qui sont là derrière nous, les masterants dans ce bel amphithéâtre, on peut porter un message d'espoir avec l'utilisation de l'IA dans le monde juridique, dans la légistique? Comment est-ce que vous vous en emparez? Alors, de là à dire que je vais faire communauté, je suis pas certaine. En revanche, ce qui est certain, c'est que la question de l'accessibilité et de la prévisibilité, c'était les objectifs de la loi pour une république numérique, donc la loi de 2016, qui a initié, effectivement, vous disiez la loi vous y a contrainte. En fait, cette loi a obligé à mettre en ligne toutes les décisions de justice. C'est-à-dire que désormais, quand on veut avoir accès à un arrêt, à une décision, on peut la trouver sur Internet, pour une grande partie d'entre elles. Mais alors, la difficulté, c'était comment on met ça en place. La loi de programmation, par la suite, a décidé que c'était à la Cour de cassation de faire ça, de mettre en ligne toutes les décisions de justice. Donc effectivement, nous détenons la data, si vous voulez, toutes les données. Nous avons donc initié ce mouvement. L'objectif est que 3 millions de décisions soient accessibles d'ici à 2026. Mais donc, plusieurs questions. Évidemment, le législateur avait en tête l'objectif de prévisibilité de la loi que vous avez cité, l'idée un peu de transparence démocratique aussi, et aussi une idée d'innovation économique, c'est-à-dire encourager les legal tech à avoir finalement de la matière première gratuite dont ils pourraient se servir. Mais cette mise en ligne massive, elle pose quand même des questions. Déjà, elle pose la question, et c'est l'objet d'un rapport rendu par une éminente professeure de cette maison notamment, c'est la question de l'indifférenciation. C'est-à-dire qu'avant, on savait quels étaient les arrêts les plus, pour dire un gros mot, normatifs rendus par la Cour de cassation. Désormais, maintenant que tout est disponible en ligne, comment est-ce qu'on distingue une jurisprudence d'espèce, c'est-à-dire qui ne s'appliquerait qu'à un cas précis, d'une jurisprudence qui réellement fonde une interprétation ou un revirement d'interprétation. Et justement, Clémence Bourillon, cette appropriation de l'IA, vous avez mis une ligne rouge qui est très claire à la Cour de cassation. Exactement. Donc nous avons mis en place un groupe de travail à la Cour de cassation pour réfléchir un peu à comment le juge doit se servir de l'intelligence artificielle. Pour ça, on a élaboré une méthode d'analyse des différents cas d'usage avec des critères. On a un critère, le critère principal, c'est un critère éthique. Éthique au sens large, c'est-à-dire qui va aussi recouper des notions déontologiques, mais aussi une idée de frugalité, par exemple. Ne pas que l'intelligence artificielle ne soit pas trop consommatrice d'énergie. On va avoir des critères aussi juridiques qui vont poser la question de la protection des données personnelles, de l'anonymisation, de notre interprétation du RGPD, par exemple. Et des critères, bien sûr, fonctionnels. Est-ce que c'est économiquement viable? Est-ce qu'on en a les moyens? Etc. Mais donc la ligne rouge que nous avons posée, en tout cas pour les magistrats, mais dont on espère qu'elle pourra être récupérée par d'autres professionnels de justice, c'est que nous avons d'office écarté l'aide à la décision. C'est-à-dire que nous sommes preneurs d'intelligence artificielle pour aider à la réflexion, à la recherche juridique, aider à l'enrichissement de documents, à la vérification de sources légales, etc. Mais nous refusons de mettre en place des IA, quand bien même elles seraient souveraines, quand bien même elles seraient faites en interne à la Cour de cassation, puisque nous faisons nous-mêmes nos propres intelligences artificielles, nous refusons de mettre en place des intelligences artificielles qui prendraient la décision à la place du juge. Ça, c'est ce que nous estimons être un fondement de notre légitimité aussi. C'est-à-dire ce regard humain sur les décisions de justice, nous considérons que c'est un des fondements de notre légitimité. Benjamin Morel a parlé de comment le juge devait être légitime. Nous pensons actuellement que cette légitimité, nous devons la tirer de la pédagogie de la complexité. C'est-à-dire que nous devons expliquer le sens de nos décisions. C'est d'ailleurs le mouvement que prend la Cour en motivant davantage ces décisions, en les rendant accessibles, souvent associées par des
des communiqués de presse, de la communication un peu para-judiciaire, nous espérons faire comprendre quel est notre raisonnement et faire comprendre aussi, pour rebondir sur les questions précédentes, que les décisions des juges ne sont pas politiques. Elles sont fondées juridiquement. En revanche, elles ont des conséquences politiques. Mais ça, c'est très différent. La pédagogie de la complexité dont vous parliez, c'est ce qu'on a essayé de faire dans un temps plutôt contraint ce soir. On espère en tout cas vous avoir donné envie de continuer à explorer ces questions passionnantes et consubstantielles à l'exercice de nos démocraties qui nous sont si chères ici dans le temple de la connaissance à Panthéon-Assas Université. Lisez le livre de Maître Spinozzi. Merci de nous avoir fait l'honneur d'être là. Merci Alix Bouillaguet, merci Clémence Bourillon, merci Benjamin Morel. Je vous souhaite une excellente soirée et évidemment nos félicitations renouvelées à nos majors. Dans le domaine des sciences politiques, dans la mention politique publique, sous la direction du professeur Yves Surel, le major du master administration et politique publique est Merlin Rondeau. Dans la mention sciences politiques, sous la direction du professeur Patrick Savidan, le major du master études politiques est Nicolas Sévin. Domaine des sciences économiques, dans la mention analyse et politique économique, sous la direction des professeurs Étienne Lehmann et Victor Hiller, le major du master recherche en sciences économiques est Julie Léo. Dans la mention économétrie statistique, sous la direction des professeurs Antoine Billot, Marianne Guille et Maria Rifki, le major du master ingénierie statistique et financière est Rémi Bagot. Dans la mention économie de l'entreprise et des marchés, sous la direction des professeurs Damien Gaumont et Alain Pirotte, le major du master stratégie de l'entreprise et économie des organisations est Thomas Marmellera. Sous la direction du professeur Bruno Defins, le major du master économique du droit est Luca Fournet-Vélez. Dans la mention économie et management public, sous la direction du professeur Jean Mercier-Itier et du maître de conférence Bruno Jérôme, le major du master économique et management public est Lucas Fournier. Dans la mention Management et Commerce International, sous la direction des professeurs Claudine Desrieux et Bertrand Crété, le major du Master Management et Commerce International est Antoine Acmé. Dans la mention Monnaie, Banque, Finance, Assurance, sous la direction des professeurs Marianne Verdier et Mariana Roras-Bréou, le major du Master Finance est Julien Fuvant. Sous la direction des professeurs Sébastien Lotz et Vassili Vergopoulos, le major du Master Monnaie, Banque, Assurance est Wally El Hakim. Sous la direction des professeurs Naïla Hayek et Paul Marek, le major du Magister technique, financière et bancaire est Anaïs Leliard. Sous la direction des professeurs Naïla Hayek et Paul Marek, le major du Master technique, financière et bancaire est Arthur Alain. Dans le domaine des sciences de gestion, dans la mention gestion de production, logistique, achat, sous la direction du professeur Pierre Féniès, le major du Master Supply Chain Management est Nawal Belmir.
Sous la direction du professeur Pierre Féniès, le major du master achat industriel responsable est Antoine Fournier. Dans la mention gestion des ressources humaines, sous la direction du professeur Véronique Chanu, le major du master gestion de ressources humaines et management public est Benoît de Tarlet. Sous la direction du professeur Étienne Maclouf, le major du master gestion des ressources humaines et relations du travail est Claire Valentin. Sous la direction du professeur Véronique Chanu et Quentin Lefebvre, le major du master gestion des ressources humaines internationales est Basma Daoumer. Dans la mention management, sous la direction du professeur Nathalie Guibert, le major du master conseil et recherche en organisation est Ambrine Otmani. Dans la mention marketing et vente, sous la direction du professeur Virginie Pèze, le major du master marketing et communication est Anna Jacob. Dans le domaine sciences de l'information et de la communication, sous la direction du professeur Jean-Baptiste Legavre et du maître de conférence Rémi Lechampion, le major du master journalisme est Clémence Kerdafrec. Sous la direction du professeur Fabrice d'Almeida, le major du master médias et mondialisation est Guillaume Bastiansen. Sous la direction du professeur Valérie de Villard et Marie-France Chamba-Houillon, le major du master médias publics et culture numérique est Alex Rios. Sous la direction du professeur Valérie de Villard et Cécile Méadel, le major du master médias, communication et ville numérique est Maude Courreau-Pérignon. Sous la direction du professeur Cécile Méadel et du maître de conférence Romain Badoir, le major du master usage du numérique, innovation, communication est Camille Capki. Sous la direction du professeur Nathalie Sonac et du maître de conférence Agnès Granchet, le major du master médias, communication et sport est Noémie Collin. Sous la direction du professeur Sophie Noël et Tristan Matelard, le major du master médias, culture et société est Apolline Flory. Sous la direction du professeur Fabrice d'Almeida, le major du master Global Journalism and Communication est Marianne Robin. Voilà, bravo à nouveau à toutes et à tous, toutes nos félicitations aux majors, ceux qui sont présents évidemment ce soir, qui ont été appelés les uns après les autres, et puis tous ceux qui n'ont pas pu venir, souvent pour des raisons professionnelles, certains sont loin de Paris, parfois à l'étranger, et évidemment nous les associons à ces félicitations. Je voudrais terminer cette soirée en remerciant très chaleureusement nos personnalités qui ont participé à cette table ronde passionnante sur l'état de droit. On aurait aimé que ça dure plus longtemps, mais on a vraiment mis la pression à Julien Azoulay pour qu'il tienne scrupuleusement le temps de parole. Il y a tant de choses à dire sur un sujet qui est inépuisable. Donc merci beaucoup d'y avoir participé, parce que c'est ce qui fait aussi la force de cette soirée, c'est que c'est pas seulement une soirée d'hommage aux majors, c'est aussi une soirée qui incite à la fois à la réflexion,
formation et un regard un peu rétrospectif sur les professionnels que vous êtes. Je voudrais, pour terminer, remercier évidemment tous les collègues qui sont présents ce soir dans toutes les disciplines de l'université, remercier les services de l'université qui ont permis l'organisation de cette soirée, les équipes de la direction de la communication, bien évidemment, les équipes de la logistique et en particulier toutes les équipes de Madame Glop ici au centre Assas, les équipes de la reprographie également que nous avons fait travailler dans un temps record pour permettre l'édition du petit livret de cette soirée, et puis Monsieur Thorin, que je cite, qui est la voix off de la soirée et qui a permis... Ah bah alors, bah oui. Et donc, et qui a permis de dire l'ensemble des noms des lauréats présents ce soir, mais il y a toujours un oubli. L'année dernière, il y avait un oubli, il y a un autre oubli cette année, sauf que cette fois, on s'en est aperçu. Et donc, je voudrais qu'on cite dans le master droit des affaires et management, sous la direction de Jérôme Duval-Hamel et du professeur Caroline Coupet, eh bien, la majeure, c'est Léna Lérol. Voilà. Alors évidemment, ça n'a pas le même charme d'être appelé par moi que d'être appelé par la voix de stentor de Monsieur Thorin, mais voilà, on l'a appelé néanmoins et c'est le principal. Je remercie également la fondation Panthéon-Assas qui est associée à cette soirée, tous ceux qui ont permis l'accueil, votre accueil ici au centre Assas, et puis le groupe des anciens majors qui est toujours présent pour la soirée des masters et qui cette année encore a participé à son organisation. Et puis bien sûr, vous remercier toutes et tous de votre présence nombreuse dans ce grand amphi du centre Assas que nous aimons tant, et dans lequel nous aimons tant nous réunir. Excellente soirée, le cocktail vous attend évidemment à côté.